Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. On l'a vu encore pendant le confinement, alors que les relations sociales ont pu se maintenir grâce au digital, eh bien certains en étaient exclus. L'accès au numérique a une dimension cruciale aujourd'hui dans notre société. Alors comment faciliter ses usages, former, aider ? Une mission d'information sur la lutte contre l'électronisme a été créée au Sénat à l'initiative du groupe RDSE. Et aujourd'hui, nous vous proposons de suivre la table ronde qui était organisée hier avec des opérateurs et sociétés du numérique. Mon propos cet après-midi sera bref, car notre audition risque d'être très dense, peut-être même très longue. Je vous remercie d'avoir accepté votre audition en visioconférence, ainsi organisée en raison des circonstances sanitaires exceptionnelles que nous connaissons. Nous avons souhaité cet après-midi entendre les principaux opérateurs et acteurs privés du numérique, car la formation des 13 millions de Français qui sont exclus du numérique en raison d'un déficit de compétences ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État, très incitateur d'ailleurs, et des collectivités territoriales les mieux armées pour les détecter. Cette formation incombe également à tous les acteurs de réseau comme aux plateformes. C'est en coalisant leurs forces que public et privé pourront faire reculer l'illettrisme numérique. Vous en êtes conscient puisque vous avez chacun dans votre domaine pris des initiatives pour lutter contre l'exclusion numérique et l'électronisme. Je vous invite à la présenter brièvement en précisant les initiatives prises, le cas échéant, pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19 et à nous donner votre évaluation de la pertinence de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, nous faisant part, le cas échéant, de vos propositions d'amélioration. La Fondation, aujourd'hui, elle a soutenu plus de 300 projets, tous axés sur les thèmes contre la lutte de la fracture numérique. Elle délivre à la fois un appui financier, matériel, mais aussi parfois un soutien logistique et l'organisation de rencontres avec les collaborateurs du groupe CNIAD pour échanger sur les parcours et les formations qui sont accessibles. La Fondation, aujourd'hui, elle est active autour de 5 thèmes principaux. Le premier, c'est accompagner l'insertion sociale grâce au numérique. Donc, on a un partenariat avec une association qui est spécialisée là-dedans, qui a déjà été évoquée par Google France, qui s'appelle Connexio. Donc je passerai très vite là-dessus. On a aussi une politique interne de formation des collaborateurs qui est assez poussée. Le groupe Free, c'est un important créateur d'emplois. On a créé plus de 5000 emplois sur les 6 dernières années. En moyenne, un tiers de nos recrutements ont moins de 25 ans. 20% n'ont pas de diplôme. Donc, on investit beaucoup sur la formation à l'embauche et la formation tout au long du parcours professionnel de nos collaborateurs. C'est pour ça qu'on est attaché à créer beaucoup de rencontres avec les associations qu'on soutient par ailleurs pour pouvoir échanger sur ces retours d'expérience. Le deuxième axe de la Fondation, c'est l'éducation au bon usage du numérique. Comment utiliser les ressources numériques, protéger ses données, apprendre à utiliser les ressources informatiques. On a un partenariat qui est structurel avec une association qui s'appelle Innov Avenir, qui est également soutenue par les programmes d'investissement d'avenir et par l'État, et qui dispense des formations au bon usage du numérique. Et puis par ailleurs, pour soutenir des plus petites structures dans les territoires, on a lancé il y a quelques années un appel à projet qui s'appelait Internet et moi, qui a permis de diffuser les pratiques responsables d'Internet au travers de cette petite association dans différents territoires. Le troisième axe, c'est, tout à l'heure Anthony Colombani en parlait, c'est équiper et donner du matériel pour les gens qui manquent d'équipement pour accéder au numérique. On a un partenariat avec les ateliers du bocage qui récupèrent pour reconditionner et redistribuer, ou à défaut, quand ce n'est pas le cas, recycler les terminaux. Donc, ce sont des téléphones ou des ordinateurs. Par exemple, depuis le début de l'année 2020, le Free a fait don de 3000 téléphones qui vont pouvoir ainsi être reconditionnés et redistribués.
Le quatrième axe, c'est l'accompagnement des territoires dans la transition numérique. On a fait différents appels à projets sur cette thématique-là. Par exemple, pour la ville de Tourcoing, on a aidé à mettre en place un programme d'expérimentation autour de la ville intelligente qui a été conçu et élaboré avec les habitants de la ville. À La Réunion, on a soutenu des associations qui ont créé des plateformes de rencontres pour les acteurs d'une même commune, entre collectivités, associations, entreprises locales et citoyens. Ou encore, on a un partenariat qui est renouvelé chaque année avec la métropole de Lyon autour d'un projet soutenu également par l'Agence du numérique et la Banque des territoires qui s'appelle le projet Super Demain et qui organise un événement annuel autour des questions d'éducation autour du numérique. Et puis enfin, pour conclure, le dernier axe d'action, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap pour lesquelles des outils numériques peuvent apporter certaines réponses et qui peuvent les accompagner et les aider à s'insérer dans la société. Donc pour ça, on a plusieurs partenariats avec des associations et on vient de clôturer un dernier appel à projet sur cette thématique. C'est un appel à projet qui a eu beaucoup de succès puisqu'on a eu presque pas loin de 100 demandes de dossiers d'associations différentes. Et donc, on va pouvoir accompagner une partie d'entre elles pour leur permettre de développer des innovations technologiques qui va accompagner les personnes en déficience visuelle, auditive, où il y a encore certains projets qui vont permettre d'accompagner les personnes en situation de déficience intellectuelle. Voilà, je pense que j'ai rempli mon temps et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions, notamment sur les engagements pendant la crise. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites. Peut-être juste mentionner le soutien qui a été apporté à l'éducation nationale via notre filiale B2B, qui, pour permettre à tous les professeurs de disposer de solutions de visio et de serveurs adaptés pour le période de confinement. Donc, il y a eu une grande mise à disposition de notre part de ces solutions-là pour permettre d'absorber la charge de trafic liée à l'éducation à distance. Merci. Nous continuons avec cette fois-ci la société Microsoft France. Également une intervention à deux voix avec celle de Mme Laurence Lafont, qui est directrice des opérations, et de M. Hector de Rivoire, qui est directeur des affaires institutionnelles. Madame Lafont, si vous voulez bien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs, Mesdames les sénateurs. Tout d'abord, merci à vous de nous offrir cette opportunité, cette occasion de contribuer aux réflexions de la mission d'information relative à la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique. Alors, je crois que la crise sanitaire économique que nous vivons actuellement a mis en lumière la nécessité d'accentuer la transformation des entreprises, bien sûr, des organisations publiques. Elle a aussi montré un haut niveau d'électronisme qui touche les populations les plus fragiles. On peut citer les personnes peu diplômées, les ménages aux revenus modestes et également les seniors. En tant qu'entreprise engagée dans ce combat, nous pensons vraiment chez Microsoft que la 4e révolution industrielle, eh bien, elle ne doit pas réserver les opportunités d'emploi à une élite universitaire. Et quand on parle d'inclusion numérique, eh bien, finalement, pour nous, il y a deux sujets importants. D'une part, s'assurer que toute personne possède véritablement les outils, bien sûr, et les connaissances numériques nécessaires pour s'intégrer à notre société. Et d'autre part également qu'il est absolument indispensable de diffuser et de démocratiser la formation au numérique et à l'intelligence artificielle en particulier, qui est véritablement aujourd'hui au cœur de cette révolution numérique et des opportunités d'emploi dans les années à venir. Alors, engagés dans ces combats contre l'électronisme, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter 3 grandes actions en fait, que nous avons menées sur ce front. D'une part, les écoles d'intelligence artificielle. D'autre part, nos initiatives en matière d'accessibilité. Et puis enfin, je voulais évoquer la coalition Gardons le lien que nous avons mis en place pour répondre aux enjeux et aux besoins dans le cadre de la crise liée au Covid-19. Alors peut-être pour commencer sur les écoles d'intelligence artificielle, quelques chiffres que je souhaitais partager avec vous qui mettent finalement en lumière un peu le paysage dans lequel s'inscrivent ces actions. Rappelez simplement que les professions liées à l'intelligence artificielle, elles ont connu un développement extrêmement rapide ces dernières années avec une multiplication par 16 du nombre de postes de professionnels dans l'IA et que le champ des opportunités, quand on regarde les perspectives d'emploi en France autour de l'IA, est un champ extrêmement large et très prometteur.
Par contre, le niveau d'éducation des professionnels aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il est particulièrement élevé en France, avec 67% d'entre eux qui ont un niveau de master et moins de 5% qui ont un diplôme sanctionnant 2 ans d'études ou bien issus de l'enseignement secondaire. Et là, je crois qu'il y a une véritable faiblesse de notre modèle français, puisque nous sommes l'un des pays au niveau de l'OCDE avec cette disparité la plus importante entre de très hauts niveaux de formation qui accèdent à ces métiers dans le domaine de l'IA et d'autres niveaux de formation moins qualifiés. On est aussi, je souhaiterais le souligner, très loin de la parité, notamment de genre, puisque seulement 19% de femmes parmi les professionnels opèrent dans le domaine de l'intelligence artificielle en France. Alors, pour revenir à cette initiative, les écoles d'intelligence artificielle, c'est un projet que nous avons mené en partenariat avec Simplon, Simplon que nous soutenons depuis 2010. Nous avons travaillé sur des projets pilotes dans le domaine notamment du développement des métiers du web et l'accessibilité à des profils sans diplôme dans ce cadre-là. Et en 2018, eh bien, nous avons souhaité ouvrir cette école intelligence artificielle. On a eu une première promotion sur notre campus en partenariat avec Simplon. Et depuis, eh bien, cette école a grandi. Nous avons aujourd'hui, avec notre écosystème de partenaires, dont Orange, que je salue également aujourd'hui, Capgemini, etc., et Simplon, eh bien, nous avons développé un réseau de 14 écoles qui sont dédiées à la formation en intelligence artificielle sur l'ensemble du territoire français. Paris, Nantes, Castelnau, Biarritz, Lyon, Bordeaux, etc. Les particularités, elles sont les suivantes. Les apprenants, qui sont environ 24 par promotion, ont entre 19 et 49 ans. Ils sont en reconversion professionnelle, éloignés de l'emploi ou décrocheurs scolaires. Ils vont bénéficier d'une formation intensive de 7 mois et ensuite, ils sont accueillis pendant 12 mois en alternance au sein des entreprises partenaires de Microsoft. Et l'objectif de ces écoles, il est véritablement de mettre le numérique au service de l'intérêt général et à la portée de tous pour favoriser l'inclusion et favoriser l'accès à ces nouveaux métiers. La sélection des élèves, elle vise à répondre à cet objectif. 80% des étudiants sont des demandeurs d'emploi, 61% ont un niveau équivalent ou inférieur au bac. 35% des apprenants sont des femmes. Et ainsi, les apprenants de la formation, eh bien, ils ont été recrutés en partenariat avec Simplon, avec Pôle emploi et la Grande École du numérique, sur leurs compétences techniques, bien sûr, c'est maîtrise de certains langages de programmation, et d'ailleurs Simplon peut offrir un complément pour les personnes qui en ont besoin, des connaissances en mathématiques, relativement rudimentaires, et surtout une très grande motivation à s'engager dans ce type de formation. Elle n'impose aucun prérequis de diplôme et elle cible les demandeurs d'emploi, comme je l'évoquais. On a également, dans le cadre de ce programme d'école IA, monté 2 promotions spécifiques, une promotion ambition féminine, où nous avions 80% de femmes. Je rappelle le sujet absolument important d'amener plus de femmes dans les métiers liés au numérique et à l'intelligence artificielle en particulier. Et puis, une autre promotion que nous appelons promotion intelligence atypique de 36 apprenants, qui est en cours actuellement et pour laquelle nous avons 12 profils Asperger et haut potentiel. Voilà un exemple d'initiative qui, de notre point de vue, contribue à véritablement limiter les enjeux de fracture numérique et contribue à l'inclusion de tous dans l'accès à ces nouveaux métiers. Le deuxième engagement que je voulais évoquer, il est en matière d'accessibilité. Cela a déjà été évoqué par un certain nombre de mes confrères. En France, pour rappeler quelques chiffres, plus de 12 millions de citoyens sont en situation de handicap. Et partant de ce constat, nous avons intégré dans nos produits, dans nos services, tels qu'Office 365, des fonctionnalités qui permettent véritablement à des personnes en situation de handicap de travailler efficacement sur tout appareil. Rappelons que le handicap n'est pas toujours un handicap permanent, ce peut être un handicap passager et qui peut créer une véritable situation d'exclusion par rapport au numérique. On peut citer par exemple quelques fonctionnalités comme des capacités visuelles, auditives, vocales, de mobilité, d'apprentissage qui sont intégrés dans nos outils qui vont permettre de créer, communiquer, collaborer sur des contenus en toute facilité. On a aussi développé un certain nombre d'initiatives complémentaires pour améliorer l'accessibilité numérique en faveur de personnes, notamment malvoyantes. On a ainsi lancé une application qui s'appelle Seeing AI, nous pourrons vous donner le lien dans le chat également, qui est disponible en français et qui est véritablement destinée à un public présentant des déficiences visuelles. Elle permet en fait, au travers de la caméra d'un téléphone, de lire un texte, de reconnaître des personnes, des images, des objets et appréhender l'environnement. Bien sûr, elle s'appuie sur l'intelligence artificielle et elle va décrire à l'oral finalement ces situations
pour permettre à des personnes souffrant de déficience visuelle eh bien, de mieux appréhender leur environnement. Autre exemple, nous avons monté en partenariat avec Kokoroe.fr en fait une formation en ligne gratuite, accessible à tous, pour que chacun puisse comprendre les enjeux de l'accessibilité et connaître les solutions numériques qui existent, telles que, encore une fois, l'utilisation par exemple de lecteurs immersifs ou de systèmes de traduction instantanée ou de dictée vocale. Dernière initiative que je souhaitais évoquer, Gardons le lien, que nous avons mis en place dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Cette crise, elle a mis en exergue, comme je l'évoquais, l'illectronisme, notamment chez les seniors, qui ont été finalement, eh bien, on l'a vu, les premiers touchés par un isolement important en cette période de confinement. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, nous avons participé à l'initiative Gardons le lien, montée avec la Fondation Simplon et un grand nombre d'autres acteurs sur le marché français, Fnac, Crédit Agricole, AXA, Darty, Alstom, Orange, pour en nommer quelques-uns, pour fournir eh bien, des ordinateurs ou des tablettes aux EHPAD et aux hôpitaux. L'objectif de ce projet, il était simple, c'était vraiment de s'assurer eh bien la connexion entre les malades atteints du Covid-19 et leurs proches. Et tout particulièrement, eh bien, de rompre l'isolement de ces malades et apaiser l'angoisse des familles qui n'étaient plus en capacité d'avoir un contact direct. L'utilisation en EHPAD a connu un fort succès également pour permettre, encore une fois, à des seniors totalement isolés de garder le lien avec leur famille ou avec les aidants. Le collectif a travaillé en coordination avec des collectivités territoriales pour distribuer 20 000 tablettes qui ont permis à 150 000 personnes résidant dans la France entière eh bien, de garder ce contact et créer ce lien. Voilà. Je pense que c'est un exemple d'initiative qu'il faut regarder à porter dans la durée. Et au-delà de la crise actuelle, il est important de mener une réflexion, me semble-t-il, sur des initiatives similaires qui visent à équiper, former, notamment les seniors isolés et rompre ainsi leur isolement numérique dans la durée. Voilà, je vous remercie. J'en reste là pour les quelques exemples de nos contributions et réflexions pour aider sur ces thématiques de l'inclusion numérique et de l'électronisme en France. Hector, je ne sais pas si tu veux rajouter… Monsieur Hector, je vous en prie, sachant que Madame Lafont a bien entamé votre temps de parole. Ah, on ne t'entend pas, Hector. Monsieur de Rivoire, vous nous entendez? Mais nous ne vous entendons pas. On ne t'entend pas, bon. Je vous propose sinon qu'on passe au… Ouvrez votre micro. Bon, alors je propose… Avançons. Je propose qu'on passe à l'étape suivante. Vous êtes là, monsieur? Non. Avec Orange, également une intervention à 2 voix, celle de Madame Françoise Cosson, qui est déléguée générale de la Fondation Orange, et directrice du mécénat et solidarité, et celle de Claire Chalvidan, qui est directrice des relations institutionnelles du groupe Orange. Madame Cosson, vous avez la parole. Je vais peut-être commencer. On commence par Claire. Je vais commencer très succinctement parce que finalement, je crois qu'on se rejoint un peu tous sur les constats qu'on peut faire sur ce besoin d'égalité numérique et d'inclusion. Peut-être juste vous rappeler en préambule que la Fondation Orange date de 87 et c'est le prolongement très naturel de la mission de l'entreprise qui est de permettre à tous de mieux communiquer. Et à ce titre, Orange pilote depuis de nombreuses années différents programmes d'inclusion, aussi bien en France qu'en Europe ou en Afrique, Moyen-Orient. Orange est présent dans 26 pays. Et évidemment, on va se concentrer aujourd'hui sur la France, mais c'est pour vous montrer qu'à la fois avec la Fondation, nos différents services, Orange France, Orange Espagne, Orange Pologne, on propose des offres adaptées au public et aussi grâce à nos directions diversité et inclusion, puisque Orange a cette force d'avoir un maillage local étendu et donc on a des correspondants RSE et Fondation au local. Et une autre particularité de notre conception, de notre travail pour
pour réduire cette inégalité numérique, c'est aussi une méthode de travail avec des dialogues parties prenantes. Et on retrouve ce que Bouygues Télécom ou ce que Free a pu dire en introduction, c'est que dans ces dialogues, on a pu se rendre compte que parfois, ces jeunes qui sont très très à l'aise avec les réseaux sociaux pour leur propre développement personnel, finalement ne savent pas se servir du numérique tel que c'est attendu pour eux pour trouver un emploi, pour faire des démarches en ligne autour des impôts, rechercher de l'information. Et c'est là qu'on voit que finalement l'équipement ne fait pas tout et que l'usage et l'accompagnement est fondamental. C'est pour toutes ces raisons, notamment, qu'Orange a choisi de faire de l'égalité numérique une de ses ambitions du nouveau plan stratégique qui démarre là en 2020 jusqu'en 2025. Il y a deux pieds à ce plan stratégique. Il y a une lutte contre le réchauffement climatique et des sujets d'environnement. Et puis le deuxième qui est fondamental et qui fait l'objet aujourd'hui de cette table ronde, c'est l'égalité numérique. C'est pourquoi je suis venue avec Françoise Cosson, qui va vous présenter en fait nos engagements de manière très concrète et spécifique en France. Et puis, ce compris évidemment pendant la crise, puisque cette question a été particulièrement forte, comme vous l'avez tous souligné. Madame Cosson, allez-y. Bonjour à toutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, je ne vais pas le redire, Claire a insisté sur les enjeux de l'inclusion numérique. C'est vraiment au cœur des préoccupations du groupe. On sait qu'être hors du numérique, c'est être privé d'un puissant moteur de développement individuel et collectif. C'est aussi être privé d'un accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé, au lien social, aux services publics et privés, aux services financiers, à la mobilité et même à l'exercice de la démocratie. Alors on voit aussi que la dématérialisation des principales démarches auprès des services publics, alors que près de 13 millions de Français sont électroniques, c'est en incapacité d'utiliser le numérique dans leur vie courante, montre l'effort qu'il y a à faire si on ne veut pas que le numérique soit un accélérateur de ces inégalités. Donc le groupe Orange a fait le choix de s'engager depuis longtemps. Chaque entité participe, bien sûr, pour contribuer à cette lutte. Et moi, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait à la Fondation, qui existe depuis 30 ans, Claire l'a dit, mais où depuis 2014, nous accompagnons des programmes pour faire du numérique un facteur d'égalité des chances pour tous. Alors, nous avons développé des programmes d'éducation numérique avec des parcours de formation pour des publics éloignés du numérique et plus particulièrement pour les jeunes et les femmes sans diplôme, sans formation, souvent dans des situations de précarité. Depuis 2014, nous soutenons donc via des appels à projets, des associations financièrement, mais aussi avec un accompagnement humain, et c'est très important. Nous avons des médiateurs numériques qui assurent la formation des bénéficiaires. Nous assurons aussi la mise à disposition de contenus dans ces lieux, des lieux qui sont des lieux d'insertion numérique, des lieux d'insertion professionnelle, mais aussi, on le voit tous les jours, des lieux d'insertion sociale. Alors dans ces lieux, dans ces programmes structurants, nous avons des maisons digitales à destination des femmes, dans lesquelles nous allons proposer des formations au digital, comment se créer une identité numérique, comment suivre les devoirs des enfants, comment faire un CV, enfin, vous connaissez tout ça. Donc, on a 320 maisons digitales dans 24 pays. On en a 102 en France. Ensuite, nous avons des Fab Labs solidaires pour les jeunes, 18-25 ans à peu près. 129 Fab Labs dans 19 pays, dont 64 aujourd'hui en France. Des ateliers numériques aussi en France. 46 000 ateliers depuis 2014 qui sont en partenariat avec les missions locales, donc vraiment ancrés dans les territoires, qui ont permis de former 50 000 jeunes cette année. Et puis des programmes avec les missions locales, encore des programmes d'insertion pour les jeunes, 149 projets soutenus cette année. Et puis pour les territoires ruraux que nous n'oublions pas, nous avons des tiers-lieux solidaires qui sont des créations de lieux avec les collectivités locales et les mairies, des lieux équipés avec des médiateurs numériques. Aujourd'hui, nous en avons 23 en France, dans les territoires très éloignés. Alors, avec tous ces programmes en France, nous avons formé à peu près 75 000 personnes. C'est déjà important, mais on voit bien qu'il y a un énorme besoin. Et puis, dans ces lieux, pour former ces personnes, on a aussi ouvert une bibliothèque numérique avec des contenus accessibles. On a beaucoup parlé de la Khan Academy, par exemple, pendant cette période de confinement, où nous avons participé à la traduction de tous les contenus. Alors, bien sûr, beaucoup de programmes sur l'inclusion numérique, mais aussi des programmes où le numérique nous sert à avoir des programmes d'accès à la culture pour tous, avec la création des MOOC, qui sont des
des cours en ligne, hein, des projets avec des musées, des institutions. Je citerai juste notre partenariat avec les Microfolies de la Villette dans les quartiers défavorisés. Des actions aussi autour de la lecture et de l'accès au monde de la littérature avec des soutiens aux actions pédagogiques dans des festivals littéraires, aussi dans la musique avec les diffusions des opéras, bien sûr pour les personnes qui n'ont pas la possibilité financière ou matérielle d'y aller. Alors dans la santé, nous sommes aussi très présents pour l'inclusion de tous, notamment pour les personnes avec autisme. On soutient des projets depuis maintenant près de 30 ans, beaucoup de projets numériques, des projets d'expérimentation, mais aussi des projets autour de la recherche, des projets aussi autour de l'habitat partagé aujourd'hui. On a accompagné plus de 4200 personnes avec autisme dans nos projets. Donc voilà, c'est une description rapide de tous les projets que nous soutenons en France. Je ne vous décrirai pas les projets qu'on soutient dans les zones Middle East, Africa et en Europe, mais qui tournent aussi beaucoup autour du numérique, avec des écoles numériques dans plus de 1000 écoles en Afrique, des programmes en Pologne d'accès au numérique pour les plus éloignés ou en Roumanie. Bon, je ne vais pas vous les citer aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Je voudrais aussi insister sur la dynamique aussi d'engagement solidaire des salariés Orange. Aujourd'hui, nous avons un programme de mécénat de compétences. Nous avons 700 salariés qui sont dans des associations financées donc par le groupe Orange, et nous en avons 200 qui organisent des formations et des ateliers numériques pour les plus défavorisés dans les structures dont je vous ai parlé précédemment, donc les maisons digitales, les Fab Labs solidaires et les programmes d'insertion pour les jeunes. Donc, sont vraiment une force considérable qui accompagne au quotidien les bénéficiaires et les associations, ce qui nous permet d'avoir vraiment une connaissance de ces associations, de connaître nos bénéficiaires et puis d'avoir un ancrage dans tous les territoires en France. Alors, chez Orange, moi, je vous ai parlé de la fondation parce que c'est ce que je connais le mieux, bien évidemment, mais chaque entité contribue, Claire l'a dit, notamment, bien sûr, en facilitant l'accès à la connectivité, et en préparant les réseaux de demain, en entretenant et en réparant les réseaux sur toutes nos géographies, mais aussi en proposant des offres inclusives dans chaque pays dans lequel nous sommes présents, donc dans les 26 pays, et en apportant une attention toute particulière à tous nos publics les plus fragiles. Alors en France, on a bien sûr un dispositif d'offre sociale, hein, avec l'accès à la téléphonie ou à l'Internet, réduction sociale téléphonique, avec notre offre Coup de pouce Livebox qui a été lancée en juillet 2019. Je crois qu'Orange est le seul à le faire. Aujourd'hui, on a 4500 bénéficiaires, des foyers à faible revenu qui ne sont pas ou très mal équipés en connexion Internet à domicile. Il y a aussi le fonds de solidarité logement qui nous permet, sur prescription d'un travailleur social, d'échelonner ou d'effacer un solde de facture débiteur des clients en grande difficulté. Voilà, alors on mène aussi des actions dans nos boutiques, dans toutes nos boutiques en France, des actions d'accompagnement à la parentalité, à la formation des parents et des enfants dans des ateliers numériques par des coachs numériques qui sont des salariés du groupe, mais aussi par des ateliers numériques pour faciliter la maîtrise des outils numériques pour les seniors, mais pas que pour les seniors, pour plein de populations, et notamment de nos clients qui, via ces ateliers, peuvent être sensibilisés et utiliser les outils numériques. Je ne vais pas vous reparler de tous nos partenariats que nous avons avec Simplon, avec Microsoft, on en a déjà parlé, mais nous sommes aussi très présents sur tous ces projets collaboratifs qu'on aime bien mener un peu en expérimentation. Alors, c'est donc bien tout le groupe qui s'engage. Cet engagement à former et à accompagner les personnes exclues numériques, il a été réaffirmé, Claire le disait, dans notre plan stratégique Engage 2025, présenté par Stéphane Richard en début d'année. On s'est d'ailleurs engagé à ouvrir d'ici 2025 un Orange Digital Center dans toutes nos divisions opérationnelles en France et dans nos pays. Alors ces Orange Digital Centers, ce seront des lieux avec une approche assez simple et inclusive pour encourager la formation avec des écoles du code, mais aussi l'inclusion avec un Fab Lab solidaire dans chaque Orange Digital Center, et puis l'innovation avec un accompagnement des startups et un soutien au tissu numérique local. Je voudrais aussi rappeler, si vous le permettez, que dans le cadre de la loi Pacte assez récente, le groupe a inscrit dans ses statuts sa volonté d'exemplarité sociale en formalisant sa raison d'être. Alors, Orange est le partenaire de confiance qui offre à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Cette raison d'être a été validée en Assemblée générale la semaine dernière, avec la mission qui en découle de garantir que dans tous nos champs d'activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable. Voilà. Juste pour conclure, un petit zoom sur notre mobilisation solidaire pendant cette crise sanitaire
où on a vu l'importance de maîtriser les outils numériques et le risque à accentuer la fracture numérique. Donc, via toutes nos fondations et nos filiales, c'est une aide exceptionnelle de 8 millions d'euros qui a été attribuée sur tous nos pays. Je vais faire un petit zoom sur la France, avec bien sûr des dons à la Fondation de France, à la PHP, à la Croix-Rouge, en soutien aux soignants, au monde médical et aux patients, à la recherche, mais aussi des soutiens avec l'envoi de plus de 1000 tablettes et de kits de connexion dans les structures hospitalières, dans les EHPAD, dans nos associations partenaires, dans les structures d'accueil, avec des solutions, bien sûr, pour maintenir le lien des patients et des familles, et puis des solutions et des contenus aussi mis à disposition gratuitement pour apprendre et continuer à se cultiver à distance. Et puis, je vous parlais de nos mécénats de compétences. Pendant cette crise, nos 200 salariés en mécénat de compétences ont rejoint la mobilisation des médiateurs numériques bénévoles sur la plateforme lancée par le secrétariat d'État au numérique, Solidarité numérique, afin d'aider par téléphone ou en ligne les personnes les plus isolées. Voilà. Alors, en tant qu'opérateur, Orange a également accompagné ses clients en France en offrant 10 gigas d'Internet mobile supplémentaires, les chaînes de TV en clair. On a doublé avec les autres opérateurs le temps offert d'accessibilité téléphonique pour les personnes sourdes, malentendantes, aveugles et aphasiques. Voilà, donc nous avons été très engagés pendant toute cette crise. Et puis, on voit aussi qu'aujourd'hui, en discutant avec tous nos partenaires, avec toutes les associations, il va falloir adapter nos programmes. Parce qu'il y a beaucoup de nos bénéficiaires en grande difficulté qui n'ont pas été, qui se sont un peu perdus, qu'on a un peu perdu par manque d'équipement. Donc, il va falloir effectivement renforcer cet accompagnement, ce soutien, pas de l'équipement, mais ne pas être un équipementier solidaire en étant aussi présent via nos médiateurs et nos appels à projets sur toutes les solutions de soutien aux associations. Voilà, donc vous dire que nous sommes très engagés dans ce domaine. Nous portons une certaine responsabilité, nous ne sommes pas les seuls, donc c'est vrai que nous sommes ravis de cette discussion parce que il faut bien que les gouvernements, les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, les associations et tous les acteurs du numérique se saisissent de cet enjeu pour faire d'Internet et du numérique une chance pour tous. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Et enfin, nous terminons cette première partie avec la Fondation SFR, qui interviendra également avec un binôme composé de Madame Julie Lesseur, qui est déléguée générale à la Fondation SFR, et de Madame Claire Percé, qui est directrice des relations institutionnelles. Je laisse la parole à celle qui voudra bien la prendre. En premier lieu, Madame Percé. Oui, merci. Donc, je vais commencer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Julie Lesseur, qui est déléguée générale de la Fondation, on est très heureuse de participer à cette table ronde sur l'inclusion numérique parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez SFR, un sujet sur lequel nous travaillons depuis bientôt 10 ans avec notre partenaire Emmaüs Connect. SFR a fait un choix pionnier à une époque où l'inclusion numérique n'était pas encore identifiée comme une urgence sociale. Alors, cette urgence sociale, elle est apparue avec les années, elle est apparue de manière flagrante avec la dématérialisation des services publics. Puis, elle est devenue criante ces dernières semaines avec le Covid et le confinement que nous avons vécu. Pourquoi ce combat? Eh bien, parce qu'il constitue tout simplement le corollaire des déploiements des réseaux fixes et mobiles que nous réalisons à travers le pays en tant qu'opérateur télécom. Déployer des réseaux, c'est fondamental évidemment pour l'inclusion numérique, mais permettre aux personnes de savoir s'en servir, c'est tout aussi essentiel. Donc, comme je le disais, ce défi de l'inclusion numérique, SFR en a fait une priorité depuis 10 ans en participant à la création d'Emmaüs Connect. Nous sommes le partenaire fondateur d'Emmaüs Connect, qui est aujourd'hui l'association de référence en matière d'électronisme et d'inclusion numérique. Il faut savoir que ce sont plus de 200 collaborateurs de SFR qui ont participé à la naissance de cette association. C'est vous dire si ce projet nous tenait à cœur au sein de l'entreprise. Pour être très concrète, donc SFR, en partenariat avec Emmaüs Connect, agit autour de 3 grandes priorités: équiper, connecter et former pour un accompagnement à 360 degrés. En 10 ans, nous avons ouvert 13 espaces de solidarité numérique dans 11 villes de France. On continue à en ouvrir, il y en a d'autres qui sont en projet. Au sein de ces centres, on trouve 2 choses. La première, c'est du matériel à tarif solidaire, c'est-à-dire des smartphones, des cartes SIM, des cartes prépayées, qui sont données par SFR. Pour vous donner un ordre d'idée, SFR fait chaque année plus de 4 millions d'euros de dons en nature à Emmaüs Connect. La deuxième chose, c'est de la formation, ce qui est indispensable évidemment, et je pense qu'on y reviendra.
Au-delà de ces espaces de solidarité, nous développons avec Emmaüs Connect et avec Pôle emploi depuis 2018 des parcours d'accompagnement aux compétences numériques de base pour les demandeurs d'emploi. Donc, ce sont des formations de 32 heures qui permettent d'accompagner les demandeurs d'emploi vers une autonomie numérique durable. L'objectif, c'est évidemment qu'ils soient capables de chercher seuls un emploi via Internet, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 90% des emplois se trouvent par Internet. Donc, quand on ne sait pas s'en servir, c'est très compliqué. Ça leur permet aussi de faire seuls leur démarche auprès de Pôle emploi ou par exemple de l'ACAF. Donc ça, c'est on va dire tout ce qu'on met en œuvre pour accompagner les individus, les personnes. En parallèle de cet accompagnement des personnes, SFR et sa fondation accompagnent également les territoires pour réduire la fracture numérique. Donc, dans le cadre de nos réponses aux appels d'offres pour les délégations de services publics ou pour les appels à manifestation d'engagement locaux pour le déploiement de la fibre à travers le territoire, SFR accompagne les départements dans la mise en œuvre de leur stratégie d'inclusion numérique. Cet accompagnement, il se concrétise de deux manières. La première, c'est grâce à un fonds, un fonds inclus dans la délégation de services publics, un fonds qui est dédié à l'inclusion numérique et qui permet de mettre en place des actions concrètes en faveur de l'inclusion numérique. Je vous prends un exemple très concret qui est assez récent, mais ce fonds a permis de financer les passes numériques qui ont été lancées avec Cédric O, avec le département des Pyrénées-Atlantiques et avec la Fondation SFR en février dernier. Ce sont des passes qui sont conçues sur le modèle des tickets restaurants et qui vont permettre d'accéder à des services d'accompagnement au numérique dans des lieux référencés. Ensuite, et là je vais laisser la parole à Julie Le Seur, qui est déléguée générale de la Fondation SFR. SFR accompagne les territoires dans leur stratégie d'inclusion numérique grâce à son partenariat avec We Take Care. Julie, je te laisse la parole. Madame Le Seur, allez-y. Alors, tu n'as pas ton micro. Madame Le Seur, vous nous entendez? Mais ouvrez votre micro, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il n'est pas ouvert. Bon, sinon, je vous propose de poursuivre. Ben, on n'a pas d'autre choix. Peut-être voilà. Donc, je vais continuer sur We Take Care. Donc, We Take Care. Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, on t'entend, Julie. Oui, pardon, excusez-moi, ça a mis du temps, pourtant j'étais pas en mute. Donc je vais reprendre, excusez-moi pour cette interruption. Oui, donc We Take Care, c'est l'association sœur d'Emmaüs Connect, c'est le même fondateur, on en a parlé tout à l'heure. We Take Care a été le co-rapporteur du rapport sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif, qui montre vraiment que c'est l'acteur de référence dans le domaine. À travers notre partenariat avec We Take Care, on a déployé 2 plateformes d'apprentissage en ligne qui ont été créées pour faciliter un accompagnement. Tout d'abord Click and Job, qui permet de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi avec notamment un générateur de CV personnalisé. Et ensuite, c'est des bons clics, qui est un site de ressources pédagogiques pour accompagner le grand public vers l'autonomie numérique, avec notamment, ils dispensent notamment des formations sur les services essentiels en ligne, des diagnostics et des formations de compétences numériques, ainsi que des outils pour les aidants. SFR et We Take Care accompagnent depuis maintenant 3 ans des acteurs du service public comme Pôle emploi, la CAF, des collectivités, les départements du Morbihan, de Seine-Saint-Denis, des Pyrénées-Atlantiques ou encore les Hautes-Alpes sur lesquels on travaille en ce moment, ainsi que des acteurs d'insertion comme les centres sociaux et les missions locales. L'objectif de ce partenariat entre We Take Care et SFR est d'apporter en fait à ces territoires un diagnostic des besoins et des ressources de l'existant afin de mettre en place une véritable stratégie d'inclusion numérique adaptée. Et cela peut prendre différentes formes, comme la structuration d'un réseau départemental des dons numériques, qui est fondamental, la création de parcours d'accompagnement pour permettre d'atteindre l'autonomie numérique, et enfin la mise à disposition de cette fameuse plateforme Les Bons Clics aux acteurs sociaux pour les permettre de pouvoir au mieux aider les citoyens dans leur apprentissage du numérique. Voilà.
Et enfin, avec WeTakeCare, on mène en partenariat également aussi avec du coup Emmaüs Connect, évidemment le déploiement de l'offre d'accès solidaire en partenariat avec SFR, puisque c'était essentiel, au-delà d'avoir cet accompagnement au numérique, il y a un véritable besoin de connexion, d'équipement et de connexion. Voilà, donc c'est véritablement une offre 360 degrés. Je laisse Claire reprendre sur la partie Covid et toutes les actions que nous avons menées sur l'inclusion numérique pendant cette période de confinement. Voilà, donc du coup, je reprends la parole effectivement pour vous dire ce qu'on a fait pendant cette période. Comme je le disais, l'épidémie de Covid et les mesures de confinement ont mis en lumière la fracture numérique que plus personne ne peut ignorer aujourd'hui et la fragilité des personnes exclues du numérique. Donc SFR a mis en œuvre un plan d'urgence aux côtés d'Emmaüs Connect et du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en équipant et connectant 75 000 personnes exclues du numérique, dont 50 000 élèves. Très concrètement, SFR a fait don de 75 000 recharges prépayées, 20 000 téléphones et smartphones avec appels et SMS illimités et 750 000 gigas de data pour que les plus modestes puissent communiquer avec leurs proches, puissent continuer à s'informer et puissent suivre leurs cours à distance. L'autre grande mesure qui a été prise, parce que je vais pas être exhaustive, SFR s'est engagé aux côtés du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, afin d'équiper les structures collectives de l'aide sociale à l'enfance. SFR a fait don de 500 box 4G équipées de cartes SIM, ce qui a permis à plus de 5000 enfants et adolescents de suivre l'intégralité des cours dispensés par visioconférence. Donc ça, c'est les deux grands partenariats qu'on a montés avec des ministères pendant cette crise pour permettre aux personnes d'avoir accès au numérique. Voilà en substance ce qu'on voulait vous dire, même si on a encore plein d'autres choses à vous dire évidemment, mais pour rester concise, je m'arrêterai là. Juste un mot de conclusion pour vous dire, et ce qui rejoint Monsieur le Président, ce que vous disiez en introduction, c'est un constat, c'est une conviction et c'est une évidence pour nous parce que ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là, mais c'est évidemment ensemble que les entreprises, les collectivités locales, l'État et les associations doivent avancer pour offrir de nouvelles possibilités d'usage du numérique, aussi bien aux Français qu'aux territoires. C'est vraiment une responsabilité globale et partagée. Voilà ce qu'on pouvait vous dire avec Julie. Merci à toutes et à tous de vos interventions qui sont autant de témoignages de la vivacité et de la diversité des actions que vous entreprenez qui vont de l'aide à l'équipement jusqu'à l'accompagnement à la formation. Cependant, avant que de laisser la parole à notre rapporteur, comme le veut la pratique, je voulais vous rappeler aussi que je vous avais invité les uns et les autres dans mon propos liminaire à nous faire part de votre évaluation de la pertinence de la stratégie nationale pour un numérique inclusif et, cas échéant, à nous faire des propositions. Je ne crois pas que beaucoup d'entre vous, peut-être me suis-je exprimé trop vite, en tout cas peut-être trop mal, et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur cet aspect. Cher Raymond Val, vous avez la parole. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais moi aussi vous remercier et vous féliciter pour tout ce que vous avez déjà entrepris. On découvre que vous avez les uns et les autres d'abord pris conscience et ensuite œuvré déjà pour lutter contre ce fléau. Mais, comme cela a été rappelé par la dernière interlocutrice, Madame Percé, je crois qu'on se rend compte que ce n'est pas suffisant et de loin, et puis que nous devons peut-être mieux coordonner toutes les actions que vous avez entreprises, mais surtout en développer d'autres, de nouvelles. Et c'est un petit peu l'objet, c'est même l'objet essentiel de notre mission, c'est de faire un état des lieux, de faire ce constat, certes de vous remercier pour tout ce que vous faites, mais aussi, comme l'a rappelé le Président, d'avoir un petit peu, d'aller un peu plus loin et d'avoir de votre part des forces de proposition pour que nous puissions essayer de contribuer à l'élaboration d'une future politique de lutte contre l'électronisme. Alors, moi j'ai noté que
sur les actions que vous avez menées, il est forcément aujourd'hui difficile de savoir comment on peut déterminer quelles sont finalement les responsabilités. C'est vrai, on est très conscient que l'État a des responsabilités importantes dans des domaines essentiels comme la santé, comme l'éducation nationale, comme tout ce qui peut concerner la formation. Et puis, ce partenariat public-privé, j'aimerais bien qu'on essaie d'avoir des réflexions de votre part pour savoir comment il pourrait se construire. On a découvert au cours de ces auditions que dans certains territoires, il y a des amorces de partenariat entre le public et le privé. C'est le cas du Sicoval, c'est une intercommunalité importante de 100 000 habitants à côté de Toulouse, que nous irons certainement voir. Donc, comment imaginez-vous ce partenariat indispensable de toutes les forces que nous pouvons rassembler autour de la lutte de ce fléau? Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos réflexions là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme suggestion? Merci. Qui veut commencer à répondre? Alors, il y en a que je vois à l'écran, mais d'autres que je ne vois pas. Je vois que Mme Percé brûle d'envie de réagir. Je lui cède la parole. Alors, je commence peut-être pour dire que ces partenariats public-privé, ils existent déjà. Alors, c'est pas un mouvement généralisé, mais ils existent déjà. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que nous, sur les territoires SFR où on a des délégations de services publics, on a des partenariats autour de l'inclusion numérique avec le département. Donc, ça fonctionne de plus en plus et on arrive à mettre plein de choses en place ensemble. On travaille main dans la main, le département des Pyrénées-Atlantiques, où on a une délégation de services publics. On travaille toutes les semaines ensemble pour mettre en place des actions autour de l'inclusion numérique. Donc, on a mis en place ce pass numérique, on a mis en place un médiateur numérique sur le territoire. On met en place des formations aussi numériques. Donc, c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Mais c'est vrai que, bon, ça, c'est une réflexion qu'on se fait souvent avec Julie, donc, qui est déléguée générale de la Fondation. C'est que, en fait, on arrive vraiment à faire des choses très concrètes que quand on travaille tous ensemble, et quand je dis tous ensemble, c'est très large, c'est-à-dire que c'est les collectivités locales, mais c'est aussi l'État. Quand nous, on met un centre Emmaüs Connect dans une ville, on a besoin de l'aide de tout le monde. C'est pas SFR ou Emmaüs Connect qui va dire « Ah bah tiens, je vais m'installer à Toulouse ». Ça se passe pas comme ça se passe avec l'aide de la mairie de Toulouse, ça se passe avec l'aide des pôles emploi qui orientent les demandeurs d'emploi vers Emmaüs Connect pour les former. Donc, ça se fait avec tout un écosystème, en fait. Donc, ça existe déjà, mais c'est ça, sans doute, qu'il faut amplifier, c'est la fluidité d'articulation entre l'entreprise, entre l'associatif, entre l'État, entre toutes les structures publiques, parce qu'en fait, on voit bien que c'est quand tout ça est connecté qu'on arrive à faire quelque chose. Sinon, c'est vrai que quand c'est en silo, on y arrive quand même, mais à moindre échelle. Donc, je ne sais pas si mes collègues ont cette expérience-là aussi. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous m'entendez? Je vous en prie. Ah, très bien. Donc vous êtes Monsieur de Rivoire, responsable des affaires publiques de Microsoft. D'accord. Parce que je ne vous vois pas. Vous me voyez maintenant? Je me permets, si vous remontez un petit peu, je suis tout en haut des intervenants. Et monsieur Hector de Rivoire, je vous vois. Très bien. Alors, je me permets de revenir sur les deux points que vous avez soulevés. Le premier, c'est que la stratégie pour un numérique inclusif, moi j'en retiens un élément extrêmement intéressant qu'on a pris en compte lors du développement de nos écoles IA, c'est l'inclusion des territoires et la coordination entre le public et le privé et les associations dans les territoires. Et effectivement, comme le disait ma collègue d'SFR, nous, on a beaucoup travaillé avec Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse nous réfléchir des demandeurs d'emploi qui avaient besoin de ces formations en intelligence artificielle qui s'articulent sur 7 et 12 mois en théorique, en formation théorique en alternance. Mais c'est effectivement ce type de coopération avec des agences publiques et des associations comme Simplon qui peuvent permettre de régler le problème de l'électronisme. Et je pense qu'au vu de la crise actuelle, ce type de coopération va devenir de plus en plus nécessaire. Donc, toute initiative, tout processus, tout encouragement de ce type de
de ce type de réunion des forces publiques, privées, associatives, nous, chez Microsoft, nous l'encourageons vivement. Côté Orange, je crois qu'on tire à peu près les mêmes conclusions et les mêmes axes de développement. C'est les hubs territoriaux qui doivent être davantage développés et la mise en commun des différents ateliers des uns et des autres. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Donc, l'aspect territorial, le maillage à développer, les ateliers, toutes les initiatives des uns et des autres peut-être à mieux coordonner en commun. Et puis, ce qu'on a tous dit, un besoin de soutien et de renfort sur ce corps intermédiaire qui est le plus à même en fait de communiquer et de porter la plupart des sujets. C'est pas toujours aux acteurs privés de le faire. On a besoin du soutien du gouvernement. Françoise Cosson disait 4500 bénéficiaires de l'offre coup de pouce, qui est une offre très peu chère, mais qui doit passer par la CAF, les pôles emploi. C'est vraiment le même public que le FSL, si vous voulez. On a besoin des pouvoirs publics pour ça. Et puis, de la même manière que les autres opérateurs, hein, effectivement, nous aussi, et c'est le cas en Moselle, dès lors qu'on a des délégations de services publics, cet aspect inclusion est parfaitement pris en compte. Si je peux juste rajouter quelque chose pour Orange, on voit effectivement que ce lien et cet ancrage sur les territoires est très important. Hein. Et moi, je veux juste revenir sur un point, c'est que je crois qu'on ne va pas résoudre la fracture numérique par une question de couverture, mais vraiment par une question d'accompagnement au plus près des bénéficiaires. Et je crois que là, avec nos mécénats de compétences et avec tous nos médiateurs numériques, on a un grand rôle à jouer. Et je crois aussi qu'il faut encourager ces initiatives des entreprises autour des mécénats de compétences. Là, nous, on en a 200 sur tout le territoire. On voit que c'est des personnes qui peuvent se déplacer, qui sont vraiment en contact direct, qui font vraiment qui privilégient le contact humain, alors là, ça va être un petit peu modifié, mais on va quand même privilégier ça. Et c'est vrai que la notion d'accompagnement, de formation, c'est vraiment essentiel dans cette lutte contre l'électronisme. Et côté Google, je ne peux que me faire l'écho de ce qui a déjà été dit par les différentes structures. Je crois que les collaborations entre les partenaires privés et publics sont déjà mises en œuvre. En tout cas, nous, lorsque l'on mène des actions sur le territoire, lorsque l'on ouvre des ateliers numériques, on ne le fait jamais seul et l'on le fait toujours main dans la main et de concert avec les collectivités concernées. Et on identifie les structures pertinentes pour le territoire et on cherche à travailler avec ces structures pour ne pas répéter ce qu'elles font déjà, mais pour apporter un complément en collaborant avec elles. Donc on travaille avec des structures associatives, économiques, institutionnelles, des missions locales, des agences Pôle emploi. Et je crois qu'effectivement, il faut miser sur le collectif pour tout ce qui est inclusion numérique. Pour la stratégie nationale, je ne sais pas si Olivier, tu veux ajouter des éléments. Peut-être un point sur le fait de ne pas oublier, enfin ça a été dit, mais de ne pas oublier, de ne pas uniquement se concentrer sur, de ne pas oublier les jeunes générations plutôt. On voit d'ailleurs dans nos ateliers numériques, on travaille avec des associations qui visent les jeunes générations. On a parlé des jeunes chercheurs d'emploi, des étudiants, mais il y a aussi même, avant ça, les jeunes générations qui vont pouvoir être sensibilisées au numérique. Et c'est dès ce moment-là, en fait, qu'on peut commencer à travailler sur l'inclusion numérique. Nous, on travaille avec des associations comme e-enfance, Génération numérique, les petits débrouillards, qui vont donner aux enfants les premiers bons réflexes à avoir par rapport au numérique et une sorte de littératie numérique qui est indispensable pour la suite, pour en faire ensuite des utilisateurs avertis. Pour Bouygues Télécom, au risque d'un certain unanimisme, moi je dirais que l'intelligence sur ces sujets-là, elle est comme souvent dans les territoires au fond. On espère qu'elle est un peu chez les opérateurs quand même, mais elle est quand même très puissamment chez les gens qui sont au contact des personnes qui ont besoin d'être aidées. D'ailleurs, on le voit bien puisqu'il y a une multitude d'acteurs, les missions locales d'insertion qu'il ne faut jamais oublier parce qu'elles font un travail extraordinaire et puis une myriade d'associations, la France n'en manque pas. Si vous êtes à la recherche de gens qui peuvent vous parler de ces sujets-là, je vous conseille d'aller voir l'association EMAO
à Bastia qu'on a découvert récemment et qui fait de l'insertion numérique en partant de cours de musique. Donc eux, leur manière de travailler, c'est d'amener les enfants éloignés du numérique à la musique électronique et c'est comme ça qu'ils les amènent ensuite à apprendre à utiliser. Donc vous voyez, il y a une multitude de démarches absolument remarquables. Et au fond, le grand intérêt de la stratégie nationale d'inclusion numérique, pour en dire un mot rapidement, c'est que précisément, ce n'est pas une stratégie nationale, c'est une stratégie pluriterritoriale, puisqu'elle repose sur un système de labellisation d'actions et qu'elle ne cherche pas à imposer par le haut et de manière technocratique un système. Donc, c'est à la fois sa force et peut-être un peu sa faiblesse. Sa force, parce qu'elle fait émerger des initiatives intéressantes. Sa faiblesse, parce qu'on est en mal de cartographie, on est en mal d'identification de ces associations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez preneur d'un peu de visibilité sur ce qui a été labellisé, sur ce qui avance bien, parce que nous, on demande qu'à aider, qu'à apporter notre concours. Mais c'est vrai que parfois, on farfouille un peu dans les territoires avec nos représentants locaux pour chercher l'association qu'on pourrait venir aider. Donc, c'est vraiment une action très positive et très intelligente et très pragmatique. Est-ce que d'autres veulent intervenir pour rester sur le sujet, pour répondre ou alors notre rapporteur? Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, Monsieur Anthony Colombani, moi, j'ai bu vos paroles, puisque en réalité, la question que je voulais vous poser, c'était si vous aviez donc une idée de l'échelle territoriale. Vous l'avez abordé, parce que vous avez donc très bien résumé ce que vous avez vécu certainement. Et moi, je peux vous dire que cette période de confinement a évidemment révélé ce que le numérique pouvait apporter et en même temps, lorsqu'il n'était pas accessible, ou en tout cas pour certaines personnes, ce qu'il représentait comme handicap. Et de ce fait, l'attente est encore plus importante qu'auparavant. C'est-à-dire que d'un seul coup, les territoires ruraux en particulier ont découvert que finalement, grâce au numérique, eh bien, on pouvait entreprendre comme ailleurs, on pouvait réussir comme ailleurs, on pouvait habiter comme ailleurs. Et donc, l'attente est encore plus importante. Et d'autre part, je voulais aussi vous rappeler que dans ces territoires ruraux, je crois qu'on a payé le prix fort pour avoir une infrastructure. Et vous savez ce que cela représente comme investissement pour les collectivités territoriales. 45-50% du coût. Si je prends le cas d'un département dans lequel je suis élu, 90 millions d'euros, eh bien, les collectivités ont participé à hauteur de 50%. Elles sont étriquées aujourd'hui par ces participations, et ce n'est pas la seule, celle du numérique. Donc, par conséquent, je crois que c'est très important de prendre conscience que l'accompagnement maintenant ne peut pas être pris en charge par ces collectivités qui ont beaucoup contribué financièrement pour obtenir, en tout cas, un premier désenclavement numérique. Et de ce fait, aujourd'hui, on est à la veille, puisque, en particulier au Sénat, on a beaucoup œuvré pour que se mette en place une agence nationale pour la cohésion des territoires, qui est en train de se mettre en place et qui va dessiner en quelque sorte donc une espèce de maillage territorial ainsi qu'une stratégie territoriale qui va, comme vous l'avez souligné, M. Colombani, éviter qu'on nous impose depuis Paris des décisions que des associations, que des acteurs de terrain, que tous ceux qui se mobilisent pour se doter d'un projet de territoire peuvent intégrer. Et donc, c'est vrai que la question qu'il nous faut aussi essayer de déterminer, grâce à votre expérience, c'est comment on évite cette difficulté que vous pouvez avoir sur le territoire pour trouver les bons interlocuteurs, pour ne pas les avoir tous, parce que ça c'est important, il faut tous les réunir. Le chantier est tellement vaste qu'on ne peut pas se priver d'une quelconque énergie ou d'une quelconque de compétence. Donc, effectivement, je partage comme vous l'idée que nous devons travailler sur un maillage territorial, peut-être par grandes régions, puisque les régions ont des compétences nouvelles et importantes en matière de formation, de développement économique, etc. Et c'est ce que nous allons essayer de bâtir avec vous. Comment peut-on définir, bon, on ne va pas imposer partout les mêmes modèles, hein, mais je crois que c'est important qu'on définisse un maillage territorial pour œuvrer avec efficacité. Merci. J'ai une question de notre collègue Éric Gold. Merci, Président. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais vous parler d'ergonomie des sites. On a souvent, pour les personnes qui sont éloignées, qui sont en fragilité numérique, on a souvent des sites qui sont anxiogènes
des sources de difficultés supplémentaires. Alors, avez-vous des partenariats, vous, en tant qu'opérateur, avec les concepteurs visant à améliorer l'accessibilité des sites, notamment des sites à vocation administrative? On voit que vous êtes très actif pour justement la catégorie des utilisateurs, mais je n'ai pas écouté de propos concernant les concepteurs développeurs qui sont aussi importants dans la chaîne pour vous en tant qu'opérateur. Merci. Qui souhaite intervenir pour la réponse? C'est une question qui embarrasse un peu. J'ai pas énormément de succès, j'avoue. C'est pas qu'elle nous embarrasse, mais enfin, nous, on a nos propres sites internet et avec nos propres sites, on essaye de faire en sorte de les rendre les plus accessibles et simples possibles, parce que notre objectif, c'est quand même de vendre le plus vite possible au plus grand nombre en dépensant le moins d'argent. Donc, on a une certaine compétence, mais j'allais dire, elle est interne. Après, honnêtement, aujourd'hui, il y a tout un tas de développeurs en France et je pense que ça peut passer aussi par le développement de labels. Il y a des sites qui sont plus ou moins accessibles, il y a des savoir-faire qui sont plus ou moins développés. Notre collègue d'Apple évoquait tout à l'heure l'extraordinaire fluidité des interfaces propres à cette marque qui permet d'avancer très vite sur ces sujets-là et Google n'est évidemment pas du tout en reste. Donc il y a peut-être beaucoup à faire en termes de fluidité, mais aujourd'hui les compétences existent. Il faut simplement que peut-être les acteurs administratifs, les collectivités, les gestionnaires de portails administratifs pour mener telle ou telle démarche les rendent un peu moins anxiogènes et une approche un peu plus client évite des champs où il faut cliquer 5 fois, avoir un mot de passe qu'on reçoit par SMS puis qu'on réinscrit ensuite sur le portail. Enfin, il y a un certain nombre de guidelines en termes d'ergonomie qu'il serait bon peut-être que l'administration s'approprie. Et le sujet est d'ailleurs exactement le même pour les personnes en situation de handicap, puisque plus un site est accessible et plus il sera facile à utiliser pour les personnes en situation de handicap. Mais je ne crois pas qu'autour de la table, on ait des compétences techniques sur ces sujets-là. Je vais répondre quand même pour Apple. Par rapport au site, il y a deux choses que l'on peut dire. Vous m'entendez? Non, simplement, déjà pour tout ce qui est application et tout ce qui est mis en ligne sur l'App Store, les développeurs doivent respecter un certain nombre de guidelines. Et dans ces guidelines, il y a évidemment des questions de design, d'ergonomie d'utilisation de ceci. Et donc, tout cela allié avec ce que je vous ai déjà exposé en termes d'accessibilité sur nos produits, rendent pour les utilisateurs la navigation, la consultation des différents sites ou applications la plus aisée possible. En revanche, pour tout ce qui est sites d'administration relevant de l'État en règle générale, comme nous sommes associés à une opération en lien avec le gouvernement ou l'État ou l'administration en règle générale, nous, on travaille avec des développeurs, on leur recommande des développeurs de manière à ce que, si cela passe par l'App Store ou même si c'est une application via le web, elle puisse être designée de la manière la plus facilitatrice pour l'expérience utilisateur. Et donc, en ce sens, nous, on se fait fort à chaque fois d'encourager justement à ce qu'on puisse prendre, quel que soit que ce soit côté entreprise ou côté administration, le point de vue de l'utilisateur in fine, pour rendre l'accessibilité à son site internet de la manière la plus claire et la plus facile à utiliser possible. Donc en ce sens, nous y sommes vigilants. Après, c'est vrai que ça dépend plus aussi de l'initiative de ceux qui vont créer le site internet que d'y penser. Mais on essaie de le faire, en tout cas, nous, à chaque fois que nous sommes investis. Et quelques mots côté Google également. Au niveau de nos ateliers numériques, on propose très régulièrement des sessions collectives sur la création de sites à travers lesquels les personnes peuvent poser toutes leurs questions. Elles ont aussi la possibilité de prendre des rendez-vous individuels et justement, on a très régulièrement des questions sur l'ergonomie des sites. J'ajouterais à cela que l'on fait intervenir des intervenants extérieurs sur ces thématiques-là. Je pense notamment à une journée
dédié à l'accessibilité qu'on a organisé à l'atelier numérique Google de Nancy en juin dernier et était notamment intervenu Coena avec une session sur comment rendre mes supports numériques accessibles. On a d'autres initiatives dédiées aux développeurs d'applications, notamment. On a par exemple un outil qui s'appelle Accessibility Scanner qui permet aux développeurs d'identifier des pistes d'amélioration pour améliorer l'accessibilité de leurs applications. Côté Free, il y a dans la même logique, c'est vrai que nous, on développe toutes nos applications et nos produits en interne, les Freebox, etc. Vous m'entendez bien, ça va? On a une attention très particulière à tout ce qui est accessibilité et, comme je vous disais, logiciel libre. Donc, on met en place des API et, pour pouvoir rendre ça accessible à tous les codeurs. Et on fait pas mal de programmes de formation sur cette thématique-là également. Très bien, merci. À moins que quelqu'un souhaite encore répondre sur cette question, sinon j'ai une autre question d'une collègue, de notre collègue Martine Berthet. Si vous voulez bien prendre la parole. Oui, merci beaucoup, Président. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez dit, je crois que c'est Madame Percet de SFR qui nous le disait tout à l'heure. Bon, effectivement, l'électronisme, c'est de la responsabilité de tout le monde, de l'État, des collectivités territoriales. C'est un travail à faire et vous l'avez très bien fait jusque-là avec des associations via vos fondations. Donc les Martine, excusez-moi. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que tout le monde a coupé son micro? Pardon, allez-y, pardon. Est-ce que Bon, je vais essayer. Mais j'entends qu'il y a de la... Alors, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais j'entends qu'il y a de la friture sur la ligne, effectivement. Oui, alors, donc, vous l'avez dit, effectivement, vous avez mis beaucoup de choses en œuvre déjà depuis une dizaine d'années et c'est très bien, on ne peut que s'en féliciter. À présent, les collectivités territoriales, c'est aussi de leur ressort, hein, également l'État, ont injecté des dispositifs, des moyens dans la lutte contre l'électronisme, mais on le voit bien, et vous l'avez fort justement dit, c'est l'affaire de tous, on le voit bien, les collectivités territoriales ou l'État, et alors encore moins à présent que la crise sanitaire est passée par là, il n'y aura plus suffisamment de moyens à injecter malheureusement. Comment vous qui de toute façon, en êtes les premiers, j'allais dire pas les premiers, mais être très intéressés par cette lutte puisque vous êtes à une période où vous développez la fibre pour de meilleures connexions un peu partout sur notre territoire, en lien avec les départements et l'État. Vous développez la fibre, mais vous avez besoin, bien sûr, que derrière, il y ait des abonnés, des personnes qui répondent présents. Or, ce n'est pas encore suffisamment le cas malgré tous les efforts, tous vos efforts déployés. Donc, comment voyez-vous le futur? Est-ce que vous avez en prévision de multiplier ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous pensez rester sur un même rythme de croisière? Comment voyez-vous le futur les uns les autres en tant qu'opérateurs pour accentuer encore cette lutte? Merci. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux les désigner sinon. C'est une question qui ne trouve pas de réponse. Monsieur Colobani, je vous vois impatient. Oui, donc une question sur le futur, on peut pas ne pas y répondre. Je laisserai ensuite la parole à Bérénice qui va vous dire un peu plus, mais c'est clair que l'insertion numérique, on a souhaité en faire un axe assez fort de notre réflexion, pas tellement d'ailleurs pour gagner plus de clients aujourd'hui, mais plutôt parce qu'on sent quand même un vrai besoin de solidarité. Enfin, quand même quand on interroge nos clients pour savoir quelles actions solidaires ils aimeraient nous voir mener, par exemple, ils nous disent qu'on doit s'engager pour l'environnement, pour tout un tas de causes extrêmement nobles, mais enfin, on voit monter quand même cette question de l'insertion numérique. Donc,
oui, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Simplement, la difficulté, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'actions que nous, on ne peut pas faire seul. Je crois que d'ailleurs, aucun opérateur ne peut faire seul sur un territoire donné. Et on a tout ce travail de cartographie. On est aujourd'hui en train d'aller chercher les initiatives les plus intéressantes. Peut-être que quelque part, c'est une école du code. Peut-être qu'ailleurs, c'est une association qui va faire de la formation de lutte contre l'illettrisme, mais pas seulement l'illettrisme. Donc, on a un peu ce travail-là. Mais c'est clair que, en tout cas, on a souhaité en faire un axe fort du développement de notre fondation. Ça, c'est évident. Et je rejoins ce que dit Anthony. Je pense qu'en ce qui concerne le futur à la Fondation, notre vocation, c'est de donc, soutenir les actions financièrement. Une fondation le fait sur du moyen-long terme. Et donc, on souhaite continuer à soutenir les actions déjà en place, soutenir de nouvelles actions également. Et on a vraiment besoin, je pense, de travailler avec les acteurs publics pour identifier effectivement les meilleures solutions finalement sur les territoires pour les soutenir financièrement en plus. Moi, je peux peut-être intervenir pour Orange si vous le voulez. C'est vrai que nous, on a effectivement commencé à lancer des espaces de discussion avec nos partenaires, avec des associations, avec les missions locales avec lesquelles on travaille au quotidien depuis des années, pour voir effectivement comment accélérer, mais aussi comment adapter nos programmes, parce qu'on voit aujourd'hui que cette fracture numérique et que cette crise sanitaire, elle a vu point effectivement des problématiques qu'on n'avait pas forcément. Je parlais d'équipement, c'est vrai qu'on ne peut pas être un équipement solidaire, et ça je pense que c'est très important, mais en même temps on voit bien qu'il y a des publics qui sont éloignés du numérique, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Alors avoir de la connexion c'est bien, si on n'a pas d'équipement ça ne sert à rien, donc on va aussi aujourd'hui renforcer nos appels à projets avec une partie équipement, une partie accompagnement avec nos mécènes de compétences et nos médiateurs numériques, et c'est toute cette offre globale que l'on va travailler avec les associations et avec les acteurs locaux. Donc là c'est vraiment, enfin à la Fondation Orange aujourd'hui et depuis un mois, on travaille vraiment à ça, à monter des groupes de discussion, monter des groupes de travail collectifs, participatifs, par région et transverses interrégions, avec tous nos directeurs de programme, tous nos délégués mécénat et fondations dans les régions, et avec tous les acteurs locaux et les associations qui aujourd'hui sont quand même mises à mal quand même avec cette crise. Donc c'est de continuer notre soutien, mais vraiment adapter nos programmes et adapter notre façon de soutenir aujourd'hui. Et je ne vous parle pas du monde de l'autisme, c'est là aussi on va devoir trouver des façons d'accompagner différemment, et on accompagne depuis longtemps, mais dans des programmes très structurants pour pouvoir accompagner encore plus via le numérique les personnes porteurs de handicap. Merci bien. J'ai une question de notre collègue Marie-Pierre Richer, si elle veut bien s'exprimer. Marie-Pierre, est-ce que vous nous entendez? J'ai oublié de mettre le son. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Donc, je disais que je remerciais chacune et chacun d'entre vous pour vos interventions qui ont mis en lumière les actions que vous portez. J'avoue que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'actions portées sur le territoire. Je pense qu'il serait intéressant, comme ça a été dit, qu'elles soient coordonnées, et qu'il serait également intéressant pour la mission d'avoir une cartographie de vos actions pour savoir si elles se trouvent sur les mêmes territoires, parce qu'il y a quand même des territoires aujourd'hui, entre guillemets, oubliés. On a parlé beaucoup de l'usage. Il y a aussi l'accès au numérique par les réseaux. Et je pense qu'il serait intéressant de voir si vous répondez aux attentes sur les mêmes territoires et de pointer les insuffisances qu'il peut y avoir. Moi, je souhaiterais aussi mettre en lumière quand même les actions des collectivités territoriales. Je suis dans la région Centre-Val de Loire et dans le département du Cher, et c'est avec des fonds publics que nous déployons le numérique sur notre territoire. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est un effort conséquent que font les collectivités territoriales avec l'État. Et pour moi, l'électronisme commence à la maison. Quand on ne peut pas accéder au numérique et que l'on a des difficultés pour la téléphonie, il y a des départements en France où moins de 50%, je lisais tout à l'heure, je crois 38% en Lozère simplement,
d'accès possible. Donc, la fracture se trouve là également, ce qui n'empêche que je suis sensible à ce que vous développez pour lutter contre l'électronisme. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, je reviens une seconde sur ce qui a été, me semble-t-il, un des éléments forts de cette discussion, c'est ce partenariat que vous construisez sur les territoires du mieux possible. Et on sent que s'il y avait un cadre, s'il y avait des références, s'il y avait un chef de file ou une autorité compétente pour mieux organiser peut-être les choses, peut-être que dans ce cas-là, il y aura encore plus d'efficacité. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment que vous arrivez sur un territoire avec très peu d'informations sur ce territoire, très peu d'accompagnement, et vous êtes en quelque sorte livré à vous-même, et que peut-être s'il y avait cette... je ne dis pas que vous êtes mal reçu, bien au contraire, vous êtes attendu, mais s'il y avait une initiative en réponse, peut-être que les choses se passeraient mieux. Est-ce qu'il y a là une réponse que vous attendez de vous, les acteurs principaux du numérique? Madame Percé, pardon. Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, je pense que vous soulevez un point très important. Très concrètement, nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais quand on veut installer un point Emmaüs Connect parce qu'on identifie un endroit où il y a un vrai besoin, c'est vrai que c'est Emmaüs qui l'identifie en lien avec nous, mais ensuite, on doit se débrouiller pour trouver les bons contacts, pour trouver le bon contact à la mairie, parce que souvent, c'est la mairie qui va nous mettre à disposition le local. Ensuite, aller voir Pôle emploi pour leur dire, voilà, on s'installe ici, si vous pouvez nous aider à flécher les demandeurs d'emploi vers l'antenne. Donc, c'est vrai que tout ça est assez compliqué et ce serait beaucoup plus simple pour nous si on avait un interlocuteur. Alors, de temps en temps, ça arrive. Je prends un exemple très concret. Là, on est en train de penser à l'ouverture d'un centre Emmaüs Connect à Toulouse et c'est parti d'une rencontre avec un député qui nous a dit, mais il n'y en a pas à Toulouse, il y a un vrai besoin. Moi, je vais vous aider. Et donc là, lui, il nous ouvre les portes des structures publiques, des collectivités locales, et c'est lui qui nous aide à faire. Enfin, c'est lui qui fait le lien unique avec tout l'écosystème, et ça nous fait gagner un temps colossal en fait. Parce que c'est vrai que c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que sinon on y va à tâtons, on finit par y arriver, hein, mais on perd beaucoup de temps. Permettez-moi encore de compléter pour prolonger la réflexion du rapporteur Raymond Val de tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs échelons pertinents sur les territoires, puisque la France est un pays très diversifié. On ne peut pas mettre le même costume à tout le monde, il faut à chaque fois s'adapter. Mais est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs périmètres qui seraient en capacité de satisfaire tous les territoires de l'Hexagone? Alors là, je parle pour les centres Emmaüs Connect exclusivement, mais c'est clairement l'échelon municipal parce que c'est là que ça se passe. C'est la mairie souvent qui nous trouve le local. C'est la mairie qui fait le lien pour nous vers Pôle emploi. Donc pour les centres Emmaüs Connect, sur ce point spécifique, c'est vraiment la mairie. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres territoires. Je parlais des délégations de services publics où là, on a des partenariats autour de l'inclusion numérique. Là, c'est le département. Donc, je pense qu'il faudrait presque faire une cartographie de ce qu'on met en place et en fonction du besoin. Parce que je pense que selon ce qui est mis en place, effectivement, ça peut être la mairie, ça peut être le département, ça peut être la région. Ça dépend de ce qu'on met en place, en fait. Tout à fait. Pour compléter ce que dit Claire Percé, on a un bon exemple qui est les Hautes-Alpes où on est en train de travailler sur un programme pilote. Et donc là, c'est vraiment en lien avec le département qui est quand même un département qui est assez structuré. Il y a vraiment un service, un département numérique au niveau de ce département.
Dans le cadre de ce programme pilote, on a réfléchi à trois, donc avec, on est en partenariat avec We Take Care sur le sujet. On a réfléchi à trois actions majeures. Un, le déploiement de la plateforme de ressources pédagogiques Les Bons Clics. Deux, la mise en place de formations en partenariat avec le département et Pôle emploi. Donc, c'est-à-dire, c'est pour permettre à des personnes très éloignées de l'emploi d'avoir les compétences numériques de base pour être un tremplin vers l'emploi. Et ensuite, la mise en place, donc avec Emmaüs Connect, d'un espace solidaire, ou en tout cas travailler avec des associations ou des structures sociales du département pour pouvoir permettre de déployer l'offre solidaire SFR et Emmaüs Connect. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, en effet, la première étape pour lutter contre l'électronisme, c'est d'être équipé et ensuite c'est d'être connecté. Et enfin, on arrive à l'accompagnement. Mais la première étape, c'est d'être équipé et d'être connecté. Et donc, c'est avec le département, là, pour le coup, qu'on travaille sur cette problématique. Mais en effet, c'est vraiment en fonction des territoires. Il y a des fois où c'est au niveau à l'échelle plutôt municipale et d'autres où c'est plutôt départemental. Si je peux compléter pour Orange, c'est vrai que quand on parle de territoires ruraux, nous, on pense à nos tiers-lieux solidaires. Donc, on en a 23 en France, hein, donc dans des lieux, dans des petites communes, moins de 10 000 habitants. C'est des carrefours de rencontres autour de numérique qui sont vraiment construits en local. Alors, avec tout notre réseau interne, hein, que ce soit les directeurs des collectivités locales, mais aussi nos délégués fondations, les gens qui sont vraiment sur le terrain, et puis les acteurs locaux, que ce soit la mairie, que ce soit les associations, pour aller proposer l'offre la plus adaptée, que ce soit de la connexion, de l'équipement, de l'accompagnement pour les publics éloignés, pour les publics seniors, parce que pour le coup, c'est ouvert à tous les habitants de ces communes. Donc là, je crois que c'est vraiment une problématique locale et qui a ses spécificités, bien évidemment, traitées au cas par cas. Donc toujours sur la base d'appel à projet, mais là, je crois qu'on voit bien que c'est, on a un cadre national de ces appels à projets pour les tiers-lieux solidaires, mais ensuite, c'est vraiment un travail de longue haleine aussi avec les institutions et les acteurs locaux. L'acteur pertinent, c'est celui qui fait. Et celui qui fait, c'est souvent quand même la commune ou l'intercommunalité. C'est vrai que là, je crois qu'on a tous ce sentiment-là, que c'est à ce niveau-là que se font les choses les plus pertinentes pour un territoire donné. Après, certains départements se sont saisis plus vigoureusement que d'autres de la compétence sociale. On a discuté par exemple aussi avec les ARS sur le sujet des gens hospitalisés sur de longue durée qui peuvent avoir aussi des problèmes d'accès au numérique. Donc, à chaque acteur, à chaque échelon administratif de ce beau millefeuille administratif français, il y a des initiatives absolument remarquables. Mais là où on est preneur peut-être d'un peu de coordination au plan peut-être cartographique, juste identification, c'est sans doute au niveau régional. C'est sans doute la maille à laquelle on pourrait concentrer l'information de ce qui se fait dans un territoire donné. Et nous, effectivement, ça nous aiderait. Je profite pour répondre sur la question de la coordination entre acteurs privés. Vous savez, entre opérateurs, quand on parle de coordination entre nous, on a toujours un petit vent froid dans la nuque, là, parce qu'on a des souvenirs assez désagréables de l'époque où on se parlait. C'était pas moi, j'étais dans une autre vie professionnelle. Et donc, du coup, c'est des actions qui doivent quand même rester un peu isolées. Alors, ça ne nous empêche pas de nous parler un peu a posteriori pour éviter de laisser des territoires complètement neutres de nos actions. Mais c'est vrai que la coordination est compliquée dans le cadre purement privé. Oui. Président, je peux intervenir? Mais je t'en prie. Oui, donc petit à petit, en fait, il se dessine le fait que les différentes initiatives qui ont été prises récemment, par exemple, l'initiative en matière de la réindustrialisation à travers les territoires d'industrie, le gouvernement a choisi de confier les relais locaux aux préfets, aux sous-préfets, et de les réunir autour de la préfecture de région et du conseil régional. Bon, on voit bien que ça, c'est une compétence sur le développement économique, mais aussi… Et là, je pense que par rapport à ce qu'on a intégré dans la définition de ce qu'on veut que la NCT, l'Agence nationale pour la cohésion de territoire, fasse, le préfet sur un plan départemental peut être le bon maillon pour coordonner le public et le privé.
puisque en fait, l'ARS, bien qu'aujourd'hui ce ne soit pas clair, mais je pense qu'on va y travailler, très certainement, mais les services de l'État, l'éducation nationale, la santé, tout ceci, le préfet devrait se voir renforcé dans la gestion du relais territorial des compétences de l'État. Bon. D'autre côté, les régions, donc avec les intercommunalités, ont remis au goût du jour la contractualisation. C'est-à-dire que l'ensemble des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes ou des agglomérations, contractualisent avec la région des compétences essentielles comme la formation, etc. Donc, c'est vrai que a priori, on pourrait, alors bien sûr, après les métropoles, les agglomérations, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on peut rechercher une proposition qui tendrait, pour faire coopérer sur le terrain le public et le privé, que le préfet et les sous-préfets jouent un rôle essentiel, puisqu'ils le jouent déjà sur des dispositifs importants qui touchent donc à la santé, à l'industrie, aux services publics. Parce qu'on ne peut pas continuer à mailler notre pays avec des maisons de services publics, des tiers-lieux, des incubateurs, des espaces de télétravail et devoir à nouveau reconstruire quelque chose. En même temps, on a sur le plan scolaire des lycées ou des collèges dans lesquels forcément on a des espaces qui pourraient être utilisés. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à le coordonner. Et moi, je pense qu'il faudra qu'on en discute au sein de notre mission. Je pense que les préfets, les sous-préfets, avec en face d'eux donc les chambres consulaires, bien sûr les régions, devront trouver donc cette organisation de relais de l'État sur les territoires que sont les préfets, même si évidemment on ne peut pas écarter le fait qu'il faudra mettre un peu d'ordre entre les relations de l'ARS et les préfets sur les territoires, parce que là, franchement, cette crise nous a fait entrevoir des situations qui n'étaient pas très, très bonnes. Voilà. Donc, moi, je voulais vous remercier d'avoir donné toutes ces informations. Vraiment, comme ma collègue, on est vraiment agréablement surpris de tout ce que vous avez engagé déjà, et surtout de la volonté que vous avez exprimée. Mais je pense que si le partenariat avec les départements pour l'infrastructure est incontournable, il y a énormément de départements qui ont joué ce relais, et c'est grâce à eux qu'un grand nombre de départements vont être désenclavés sur le plan de l'infrastructure. Après, malheureusement, ils n'ont plus les compétences pour suivre les autres domaines. C'est ainsi, et je crois que l'État doit reprendre la main, parce qu'il s'agit quand même d'une responsabilité aujourd'hui grave, et sur laquelle la volonté politique doit s'exprimer. Voilà, vous avez pu suivre les échanges de cette table ronde organisée hier avec les opérateurs et sociétés du numérique. Une table ronde organisée dans le cadre de la mission d'information sur la lutte contre l'électronisme et inclusion numérique. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions et tous les articles de la rédaction sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une excellente journée à tous.